bonjour tout le monde, mon nom est Luc Poulain. On m'a demandé de faire la présentation en français, mais je croyais que c'était en anglais, donc toutes les slides ou les diapositives vont être en anglais. Bon, j'imagine que tout le monde ici va être correct pareil. On va vous présenter aujourd'hui une nouvelle norme ISO qui est sortie il y a pas très longtemps, environ 5 ans, puis que M. Pierre Dewaise a présenté aussi où est-ce qu'elle s'applique au niveau de l'Internet des objets. C'est une norme orientée sur la sécurité des applications, puis elle s'applique aussi au niveau du cloud. Ici, on va voir, le focus de la présentation est de voir comment est-ce qu'on peut améliorer la sécurité de nos applications lorsqu'on les place sur le cloud. Puis est-ce que la norme ISO 27034 peut être un outil pour nous aider à faire ça. Donc, la présentation va être dans un premier temps de comprendre c'est quoi la différence entre la portée d'une application et la portée de la sécurité d'une application, ce qui n'est pas la même chose. De fait, la sécurité de l'information, c'est de protéger l'information. La sécurité d'une application, ça va être de protéger l'information impliquée par l'utilisation d'une application. Et non pas seulement protéger l'application pour elle-même. On la protège par ce qu'elle contient ou manipule, traite de l'information sensible. On va voir c'est quoi l'architecture du cloud, comment c'est placé. On va faire une architecture très simple à 3 niveaux. On va comprendre les problématiques du cloud security par rapport à la sécurité des applications elles-mêmes. J'ai la même ligne 2 fois. Le Cloud Application, on va voir que c'est au niveau du back-office. On va voir comment est-ce que les Cloud Security Providers, CSP, on va voir ça partout. D'accord? C'est quoi les certifications qui s'appliquent à eux, puis comment est-ce qu'on peut améliorer ces certifications-là. Donc, première étape, on ne peut pas comprendre, on ne peut pas protéger ce qu'on ne comprend pas. Fait qu'avant de commencer à essayer de protéger une application, on va essayer de voir c'est quoi une application, pour savoir comment est-ce que l'application s'intègre dans le cadre. Puis là, quand on parle d'une grosse application, si je vous disais, on a à protéger Facebook, d'accord? Quand c'est une application sur un laptop, c'est pas pire, là, mais une grosse, Gmail, on fait quoi? On protège quoi? On commence où? On finit où? C'est quoi la portée? Puis comment est-ce qu'on la détermine, cette portée-là? Fait qu'on s'entend une application, vous avez le code qui tourne, puis des données, d'accord? Donc ça, c'est une application. Là, ici, on parle d'une application standalone qui tourne sur un poste. L'application est sur une machine qui a d'autres applications qui peuvent tourner dessus avec d'autres données aussi, d'accord, dont le système d'opération. Cette machine-là a un utilisateur sur un desktop qui est généralement aussi l'admin. Autour de ça, vous avez un ensemble de processus que la personne utilise pour utiliser son ordinateur, faire les mises à jour, faire les backups, mais l'utilisation comme telle. La portée de la sécurité de l'application, c'est tout ça. C'est l'ensemble des éléments qui peuvent impacter puis qui peuvent menacer, si on veut, les données qu'on veut protéger, qui sont ici. D'accord? Fait que si on embarque sur client-serveur, là, on a notre ordinateur avec une partie de données qui sont du côté client, et après ça, un back-office où les serveurs, qui tournent eux autres aussi une partie des applications, si on veut, la partie serveur, et qui a aussi une partie des données. Puis vous avez un réseau entre les deux. C'est beau. Une application Internet, c'est simplement qu'on change le backbone, puis que maintenant, on se ramasse on passe à travers l'Internet pour communiquer à nos serveurs qui sont en arrière. Mais l'architecture est encore la même. On a un côté client avec des applications qui tournent là et des données, puis des données aussi qui sont sur la partie serveur. Puis là, on a notre utilisateur et les administrateurs, qui peuvent être des opérateurs, tout le monde qui vont gérer cette application-là. D'accord? Une application cloud, on fait simplement changer la partie infrastructure. La partie cliente existe toujours. D'accord? On accède à un cloud à partir d'un portable ou à partir d'une machine quelconque à travers une application, une partie interface cliente qui se connecte sur l'application équivalente qui est au niveau du cloud. Fait que l'application, c'est quoi? C'est les composantes du nouveau client et l'ensemble des composantes et données du nouveau serveur. C'est beau? Vous me le dites, on vous fait lever la main en disant « Luc, ça ne fait pas de sens ton affaire, tu es dans le champ. » C'est correct, je vais apprendre. L'Internet mobile, ou, si on veut, là, les applications cloud, l'Internet, ça rentre même dans l'Internet des objets, le poste peut être n'importe quoi. Ça peut être une tablette, OK, qui passerait toujours à travers l'Internet. Une application Internet entière, là, c'est simple, c'est plusieurs types de postes qui peuvent être différents, des fois des stations, des fois des tablettes, qui peuvent se connecter sur un ensemble de serveurs, parce que les données peuvent être centralisées, distribuées ou réparties. Okay? Mais notre application, c'est tout ça. La sécurité de l'application, c'est que
toutes ces composantes-là et ces personnes-là peuvent amener des risques, incluant les processus qui sont autour. D'accord? Ou est-ce que, donc, il faut protéger l'ensemble pour être capable de s'assurer que ce qui est à l'intérieur qu'on veut protéger l'est. C'est beau? Une application multi-cloud. Parce que vos serveurs ou vos données ne sont pas obligés d'être sur un seul provider. Vous pourriez décider de les répartir. D'accord? Mais on a, en bout de course, toujours la même structure. Si on simplifie ici, on a une couche client, une couche communication, puis appelons ça une couche back-office, d'accord, qui peut être à un seul endroit ou répartie sur plusieurs sites, mais c'est toujours les mêmes choses. D'accord? Et l'application qui se trouve au milieu, où est-ce que les données se promènent d'un bord et l'autre. Ça fait du sens? À partir de ce moment-là, donc, il existe déjà au niveau des clouds des certifications. Cloud Service Provider, donc c'est une vision fournisseur de services. Puis les exemples, NIST fournit des architectures cloud. D'accord? Donc, qu'est-ce qu'un cloud? C'est déjà défini sur les différentes couches. Fait une des choses, c'est qu'on a 3 types d'architecture, si on veut, avec une vision fournisseur de services. Le premier, c'est Software as a Service. C'est-à-dire que le logiciel, l'application, si on veut, incluant la plateforme, simplifions l'operating system puis le middleware, et l'infrastructure sont fournis par un fournisseur de services. Et les données sont les vôtres. D'accord? Puis là, il faut voir comment est-ce qu'on peut protéger ça. Un deuxième type d'infrastructure, c'est Platform as a Service. À ce moment-ci, l'application vous appartient, ou appartient au customer, au client, si on veut. Les données vous appartiennent. Le fournisseur de services gère la plateforme et l'infrastructure. La troisième qui définissent, c'est la partie infrastructure as a service. Donc, le fournisseur ne fournit que l'infrastructure. La plateforme et les applications sont fournies par vous ou par la partie cliente. C'est beau? Qu'est-ce qui manque? Première chose qui manque, c'est le client qui détient sa propre architecture. Mon entreprise, on n'est pas sur un cloud provider. On détient notre propre. Donc, on est responsable de l'ensemble des couches. D'accord? C'est typiquement un serveur local utilisant des outils, des technologies cloud. D'accord? Où ce que tous les employés peuvent s'échanger différents documents. Donc, on a maintenant 4 niveaux. D'accord? Et c'est ce qui est couvert principalement par les normes actuelles. Autre chose aussi qu'il faut rajouter, c'est la localisation. D'accord? Donc, cette infrastructure-là, elle est dans une pièce qui est dans un bâtiment. Puis ce bâtiment-là, il est dans un district, dans une ville, puis éventuellement dans un pays. Puis il va y avoir un contexte légal, d'accord, qui va s'appliquer sur les données parce qu'elles sont hébergées, on parle du fournisseur de services ici, dans un pays. Exemple, ici, aux États-Unis. D'accord? Ça, c'est ce que les normes actuelles couvrent. Lorsqu'on veut dire, on veut certifier un fournisseur de services cloud. Au niveau applicatif, il nous manque quoi? Donc, les normes actuelles, d'accord? Vous avez ISO 27017 ils ont repris 27002 et l'ont instancié sur les services du cloud. Vous avez Cloud Security Alliance qui propose une matrice, je vais vous la montrer dans 2 secondes, c'est gratuit, c'est de toute beauté ce bijou-là. Il y a le STAR Programme qui ont développé, vous avez l'ISACA qui ont commencé à faire des normes et il y en a d'autres. D'accord? Fait que, rapidement, ça c'est la norme ISO qui sont en train de développer. Donc, on a les contrôles du 27002 et vous avez la matrice du cloud qui disent, OK, voici un ensemble de contrôles. Donc, il y en a un bon paquet. Et ils vont dire pour chaque contrôle sur quelle norme qui s'applique. Ce qui fait que ça vous permet de vous identifier une stratégie en disant, si j'identifie ce contrôle-là, je suis capable tout de suite de dire, je m'enligne pour être compliant avec 2 ou 3 normes qui pourraient être exigées par soit notre boss, soit le gouvernement, soit l'entité pour laquelle on travaille. D'accord? Fait que si on regarde le contrôle ici, c'est avant de le donner accès à un utilisateur, aux données ou aux actifs, n'importe quel système, on devrait obligatoirement gérer son accès. Bon, c'est le fun comme description de contrôle, mais on fait quoi? Exactement. D'accord? Puis comment est-ce qu'on va s'assurer qu'on est compliant,
qu'on adresse vraiment ce contrôle-là. D'accord? Donc, le problème qu'on a avec les normes d'aujourd'hui, c'est qu'elles sont très subjectives, de la façon qu'on va les adresser. Puis, la portée de ces différents audits-là, bon, on a eu 3-4 présentateurs aujourd'hui, puis hier, qui nous présentaient les différentes choses d'audit. Une des étapes au début d'un audit, c'est de définir la portée de l'audit. Donc, même si je suis certifié 27001 ou 27017 ou whatever, j'ai le droit de choisir ma portée. Ce qui fait que 2 certifications 27017 n'ont peut-être pas la même valeur, même si l'organisation se déclare certifiée, parce qu'en réalité, on n'a pas audité la même chose. Fait que là, on a un problème de mesurabilité et de comparabilité des différentes choses. D'accord? On va revenir ici. Donc, on s'entend, on a la partie contexte légal, l'infrastructure, la plateforme, le software, c'est ce qu'on appelle le back-office, d'accord, sur les serveurs. Il nous manque quoi? Il nous manque la partie cliente et la partie user. D'accord? La partie cliente, c'est toute la gestion. Donc, si on est dans une administration ou dans une entreprise, d'accord, puis qu'on est un cadre externe, mettons le gouvernement, bien ça ici, ce serait les administrateurs et les administrateurs, pas les gestionnaires, qui gèrent les équipes puis l'utilisation de l'application, qui vont donner des droits, qui s'occupent des backups, parce que, vous voyez, même si les données sont hébergées sur le fournisseur de services, l'ensemble des données, c'est quand même le client, dans le langage du cloud, qui est imputable de la protection de ces données-là. Ce n'est pas le fournisseur de services. Le fournisseur de services, dans le fond, il est imputable de la disponibilité. Mais l'intégrité puis la confidentialité, ce n'est pas lui qui va se faire taper ses doigts si tout sort d'un journal. D'accord? C'est le propriétaire de l'application ou celui qui l'utilise qui a mis ces données-là. D'accord? Donc, la portée de la sécurité d'une application sur le cloud, c'est tout ça, incluant la couche fournisseur de services, mais aussi la couche client et la couche utilisateur des clients, auquel le client donne accès à ces données. C'est beau? Donc, ce qu'il faut rajouter dans ce sens-là, à ce moment-là, il faut rajouter aussi où sont placés mes clients, où sont placés mes utilisateurs. Eux aussi se retrouvent dans des endroits géographiques, donc qui peuvent avoir des contextes légaux différents, qui peuvent avoir un impact de la façon que vous allez avoir à placer des contrôles ou à comparer les contrôles. Je travaillais sur un des projets, puis on m'avait amené le cas en disant, OK, si, mettons, au Canada, on demande de dire, il faut conserver le résultat d'une transaction pendant 5 ans après que la transaction soit faite, pour s'assurer de régler les fraudes, puis qu'en Europe ou au Japon, la loi, c'est on doit détruire la transaction une fois que la transaction a été validée comme valide puis qu'il n'y a pas eu de fraude. On fait quoi? D'accord? Bien, ces décisions-là, il ne faut pas les prendre après coup. Il faut être capable de faire une analyse, comprendre le contexte dans lequel on va travailler. Si on a des lois spécifiques qui nous disent que cette information-là doit rester sur le territoire, demander aux fournisseurs de services comment est-ce que tu vas nous garantir, puis définir des contrôles vérifiables. C'est là que 27034 va nous aider. 27034 propose un cadre normatif, un ensemble d'éléments qui peuvent être mis en place à l'intérieur de la sécurité des applications pour être capable d'identifier l'ensemble des risques et des outils que vous pouvez mettre en place pour vous aider à mettre en place, vérifier, puis en bout de course, mesurer la sécurité. Fait que les normes actuelles de cloud adressent typiquement le contexte technologique des fournisseurs de services, pas celui de l'utilisateur ni celui du client, et le contexte légal du fournisseur de services, pas le vôtre, puis pas seulement le client. Moi, j'ai vu dans certains cas au Québec des compagnies de cloud qui nous vendent un service de cloud, mais en réalité, il fait affaire avec Amazon en arrière. Puis là, bien, est-ce qu'il peut me garantir que ça va rester au cru? Il dit oui, d'accord? Mais je fais quoi pour le vérifier? Fait qu'il va falloir qu'on définisse des contrôles. Donc, on pourrait dire en gros, sur ces deux éléments-là, puis les approches de certification cloud offrent des processus de conformance. Donc, première chose, c'est qu'on a environ 30 % qui sont couverts sur les deux composantes qu'on vous parle ici, et la conformance est subjective, parce qu'on n'a pas de métrique de mesure pour valider. Donc, la personne va arriver, va évoluer le contrôle, et dépendamment de l'expérience, de la vision de l'auditeur, va approuver ou non l'implémentation du contrôle.
Donc, on se retrouve avec 27034 qui nous propose des éléments qui vont nous rendre la sécurité mesurable. Donc, on va avoir des résultats qui vont être moins ambigus, plus précis, puis on veut minimiser la subjectivité. C'est ce que 27034 amène. Et répétable, c'est-à-dire que le scope, la portée, puis les mesures sont indépendants de l'auditeur, du vérificateur ou de l'audité. D'accord? Donc, il n'y a plus le concept de négociation. On a eu une présentation juste en début d'après-midi avec Pierre Dewez dans une autre salle où est-ce qu'il disait que 27034 permet aussi le self-assessment, ce qui est vrai. Ce qui est intéressant avec la norme, c'est que les deux modèles existent dans le même processus. Ce n'est même pas un processus différent. D'accord? Mais il vous permet les deux portes. Donc, une organisation qui voudrait implémenter 27034 tout seul, parce qu'il veut s'améliorer, est capable, en se plaçant à des défis à la limite de sa capacité et de sa maturité. Si l'organisation veut rencontrer des critères externes imposés par des autorités, la 27034 est aussi capable de le faire. Donc, je vais vous présenter seulement 4 morceaux, parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, pour vous donner une idée de comment ça fonctionne, cette partie de mesurage-là, à l'intérieur de cette norme-là, puis qu'est-ce qui est de nouveau par rapport aux autres normes ISO. Le premier, c'est le contrôle de sécurité des applications. Donc, un contrôle, c'est la même chose qu'un contrôle dans toutes les autres normes. C'est une activité qui vous aide à diminuer un risque. Par contre, dans 27034, on est plus précis. On vous dit, le contrôle doit identifier qu'est-ce qui va être fait. Le what. Comment ça va être fait? Est-ce que si je fais la révision de code, est-ce que je prends une révision de code automatique, manuelle? Comment je fais pour minimiser mes faux positifs? Ça doit être décrit dans la norme. Où est-ce que ça va être fait? C'est la partie cliente ou c'est la partie back-office? Qui le fait? Et le qui le fait inclut non seulement les responsabilités, mais les qualifications. Si je fais une révision de code, puis que je ne définis pas de qualification, je peux me retrouver avec un junior qui sort de l'école, puis qui dit « Ah, je viens de pogner la job de réviser le code Java. » Non, je pourrais très bien dire « Non, ça, c'est des composantes critiques. Mon qui doit avoir au moins 5 ans d'expérience en développement Java et avoir suivi une formation de programmation sécuritaire en Java et se baser sur les normes que voici. » D'accord? Le quand qui va le faire à l'intérieur d'un modèle de référence de cycle de vie que la norme propose. Pourquoi est-ce qu'on a proposé ça? C'est une interface. 27034 est processus agnostique. Ça veut dire qu'elle peut s'adapter à un modèle de développement waterfall ou opération du PMI que vous voulez. Ça peut s'adapter à du agile, ça peut s'adapter... Ce n'est pas important. Il y a un ensemble d'activités qui sont identifiées là avec des rôles, puis ces activités-là peuvent être transférées ou liées avec le processus de développement ou opérationnel de l'organisation. La norme ne demande même pas à l'organisation de changer ses processus. Par contre, le contrôle est toujours appliqué au bon endroit. D'accord? Et le comment. Dans le what, on a aussi les résultats attendus. D'accord? Donc, on prédéfinit que va produire ce contrôle-là. Et on a le combien. Combien, c'est le temps et de l'argent. Donc là, on a une idée du coût de l'implémentation de cette activité-là. Et là, on applique une vieille pratique de développement de logiciels qui s'appelle les tests unitaires. Et on l'applique au contrôle de sécurité. Donc, on dit aux gens, lorsque vous développez un contrôle de sécurité, vous devez développer votre processus de mesure de vérification. Même chose, vous allez vous le dire, qu'est-ce qui va être fait, avec qu'est-ce qu'on doit mesurer, puis quel va être le résultat de cette vérification-là. Comment ça se fait? Où est-ce que ça se fait? Vérification de code devrait se faire après que le code a été au moins fini de développer. D'accord? Qui va le faire? Est-ce que je demande à la même personne? Quand est-ce qu'il se fait dans le life cycle? Et comment ça coûte faire cette vérification-là? En faisant ça, je viens d'avoir un coût de mon contrôle. Puis ce qui est intéressant, c'est toujours avec l'analyse de risque qu'on n'a pas vu ici, mais l'analyse de risque vous donne un coût d'impact. Et là, j'ai un coût de contrôle. Là, maintenant, je suis capable de comparer, est-ce que le coût de mon contrôle vaut la peine pour l'impact que je diminue, par combien que je le diminue? C'est beau comme outil. Ça, c'est une des composantes clés de la norme qui, simplement en implémentant ça, on améliore la maturité des processus de l'organisation parce que tout devient complètement décrit et les contrôles sont versionnables. Donc, on va les faire évoluer dans le temps en s'assurant que on suit les législations ou les risques qui pourraient arriver au niveau technologique.
Une deuxième composante, c'est que la même composante, une autre chose, c'est le contrôle peut cacher des contrôles. Donc, je pourrais avoir un contrôle qui s'appelle le paiement en ligne, mais pour faire du paiement en ligne, je peux implémenter plusieurs choses. Paiement en ligne sécuritaire. D'accord? Je pourrais dire, je veux du chiffrement, je veux une double authentification, je veux m'assurer que tel processus soit costaud. Donc, le contrôle peut pointer sur des sous-contrôles qui sont soit au niveau affaires, au niveau fonctionnel, au niveau infrastructure, au niveau utilisateur, comme vous voulez. C'est un graphe. La norme autorise de cacher la complexité au gestionnaire, mais d'être assez précis pour que quelqu'un qui a à l'implémenter au niveau du code, ou à l'implémenter au niveau de l'infrastructure, ou au niveau d'une composante, comprend ce qu'il va faire, et on connaît chacun des contrôles, des activités qui sont à faire. D'accord? Puis bien sûr, le coût de ce contrôle-là est la sommation de l'ensemble des contrôles qui sont en dessous. OK? Fait que je pourrais très bien dire, si mon paiement en ligne, c'est pour des paiements comme iTunes, entre 0 et 2 piastres, ou bien c'est plus du proprio, ou est-ce qu'on vend des buildings, bien, peut-être que je n'ai pas besoin de la même robustesse de contrôle de paiement en ligne, puis que iTunes n'est pas intéressé à payer ce que du proprio a besoin, puis du proprio a peut-être pas intéressé à se contenter de la sécurité qu'iTunes aurait besoin. Vous voyez un peu l'idée? À ce moment-là, vu que chacun des contrôles est mesurable, là, on est capable de savoir qui réussit le test, puis qui a raté son test. Donc là, on est capable non seulement de savoir que le paiement en ligne ne fonctionne pas, mais on sait exactement quel contrôle l'a raté. Puis on sait quoi faire pour le corriger parce que le résultat attendu est fait. Et tout ça est donné aux équipes de développement et aux équipes de vérification en amont. Ça, c'est comme si je donnerais aux étudiants les questions d'examen avant leurs examens. Généralement, s'ils ont ça, ils passent l'examen. C'est la même affaire pour nos équipes TI, nos équipes de gouvernance ou nos équipes technologiques. D'accord? L'ensemble des contrôles vont se placer dans une grille qui s'appelle une bibliothèque de contrôle. Ça, c'est l'organisation qui se définit en disant « Je vais définir des niveaux de confiance, ici de 0 à 10. » D'accord? La norme ne vous oblige pas à mettre des niveaux. Vous mettez celle que vous voulez. Disons que le 0, c'est le baseline, c'est le minimum accepté dans cette organisation-là. Le 10, ça, c'est pour les top-notch sécurité, full secure que l'organisation veut avoir. Et tranquillement, elle va rajouter des contrôles en fonction des fonctionnalités ou des spécifications de l'application qu'elle a à couvrir. D'accord? Incluant le contexte légal, d'accord? Doit ici, c'est avoir une authentification sécuritaire du paiement en ligne, mais ici, respecter la loi de la vie privée. D'accord? Donc, vous avez le contexte légal qui est inclus, le contexte technologique, le contexte d'affaires et les spécifications de l'application. D'accord? Ce qui vous donne une liste de contrôles identifiés à un niveau précis. Fait que maintenant, si je dis, mon application est de niveau 3, je sais exactement la liste des contrôles que je dois mettre en place. Si un de ceux-là rate, je le sais. Fait que vu que c'est l'organisation qui peut définir, ou une autorité qui peut définir quels sont les contrôles qui sont dans un niveau, et où est-ce qu'ils s'appliquent, on a exactement notre scope, et on a exactement l'ensemble des vérifications qu'on veut avoir. Donc, notre sécurité est mesurable. Vous me suivez? Le life cycle, c'est ceci. On est habitué d'avoir un life cycle qui comprend de fait que ça. Préparation, développement, transition, test, déploiement, puis ça s'arrête là. ISO dit non. On protège les données principalement en opération. Mais les contrôles peuvent avoir été mis en développement. Ce qui fait que le life cycle comprend de la préparation, dès qu'on a l'idée d'une application ou un besoin qui est énoncé, jusqu'à l'archivage et à la destruction des données de l'application. Donc, le life cycle couvre tout ça, incluant l'utilisation et la maintenance. D'accord? Et il arrime 4 groupes d'intervenants. Tous ceux qui s'occupent de la gouvernance ou de la gestion du développement. Puis on dit développement, c'est aussi l'acquisition puis l'outsourcing, parce que personne ne développe tout à partir de zéro. C'est au moins les SGBD, on va les acheter. D'accord? Ou on va prendre MySQL. On va prendre des librairies. Donc, c'est toujours un amalgame, généralement dans plusieurs langages. Donc, la norme comprend les activités de préparation, d'impartition, de développement, d'acquisition, tout ce qui est transaction, déploiement, test sécuritaire, utilisation, archivage, destruction. Donc, la gouvernance, tout ce qu'on va appeler, disons,
génie logiciel ou informatique ou application, la partie infrastructure, la gestion des infrastructures de développement, mais aussi la gestion des infrastructures d'opération, la gestion des infrastructures d'archivage. D'accord? Puis comment est-ce qu'on efface sécuritairement ou pas les données des disques. Et ensemble, à la fin, la partie vérification-contrôle, qui peuvent être des audits internes. Et on peut même mettre des contrôles sur les activités d'audit pour s'assurer que ces audits-là ont été bien faits au moment requis. D'accord? Fait que les contrôles qu'on a vus en amont, avec notre graphe, peuvent s'appliquer n'importe où dans le life cycle. Et ce life cycle-là, c'est un modèle de référence fourni par la norme qui permet à une organisation de se mapper. D'accord? Donc, sans changer ses processus, elle serait capable d'attacher les contrôles qu'elle a développés ou qu'elle a acquis. Parce que la norme fournit même une structure formelle du contrôle, ce qui fait que des compagnies comme Microsoft puis OASP sont en train de regarder pour dire est-ce que je peux prendre mes contrôles, les bonifier, intégrer un processus de vérification et de les rendre disponibles au marché. D'accord? Parce que l'interface, la structure XML ou la formelle du contrôle, elle est définie par ISO. Ce qui fait qu'on va être capable de s'échanger ces affaires-là. C'est beau? Donc, une application sécuritaire, c'est quoi? C'est lorsque, dans la norme, on a un concept de niveau de confiance. Je fais une analyse de risque, je trouve un ensemble de problématiques ou de risques que je veux mitiger, je décide des contrôles de mettre en place, et là, j'ai un niveau de confiance, qui est la somme de tous mes contrôles. Puis, donc, le target, c'est ce que je vise. Le actuel, c'est ce qui a été vérifié, puis qui a passé. Fait que si l'ensemble des contrôles que je ciblais pour déclarer mon application sécuritaire ont tous été implémentés, puis j'ai vérifié qu'ils fonctionnaient tel qu'attendu, je considère mon application sécuritaire. D'accord? Puis sécuritaire ne veut pas dire bulletproof. On sait que rien n'est parfaitement sécuritaire. Mais j'ai bien aimé l'analogie de notre conférencier de ce midi, où est-ce qu'il dit, bon, ben, on a une voiture, puis prenez-vous votre voiture, on peut mourir dans la voiture. Il a tout à fait raison. D'accord? Le risque parfait, absolu, n'existe pas. On accepte un risque, puis à un moment donné, on va dire, vu l'impact total que cette application-là peut causer à l'organisation si tout meurt, par rapport au coût que ça me coûte pour mettre ces contrôles-là en place, je trouve que c'est suffisant et que je suis protégé adéquatement pour mon organisation. Vous voyez la flexibilité? Fait qu'ici, on est même capable de gérer la sécurité au niveau du cloud. La norme va vous proposer un processus qui permet de dire, une autorité va définir un scope, d'accord, qui peut être un scope comme on voit là tantôt, qui va venir du NIST, qui va venir de l'ISO, qui peut venir de n'importe où. Puis là, c'est un simple processus qui permet l'implémentation des contrôles ici et la vérification des contrôles. D'accord? Puis c'est attaché avec les autres normes ISO. Donc, c'est compatible. La conclusion, le cadre de travail ou le cadre de référence 27034 vous permet d'identifier puis de mettre en place ces éléments pour renforcer ou mettre en place la sécurité dans votre organisation, dans votre application. Ça va vous aider à développer une stratégie de sécurité qui est flexible, qui respecte la maturité, la tolérance au risque, puis les ressources de l'organisation. Une petite organisation qui a 10 employés, puis une qui en a 3000, n'ont peut-être pas les mêmes ressources, monétaires et humaines. Mais les deux ont besoin de sécurité, puis les deux sont capables d'utiliser ça pour avancer pas à pas. Va fournir des niveaux de confiance pour être capable de comparer le coût par rapport à l'impact, est capable de démontrer, d'intégrer des contrôles dans vos demandes de services d'un fournisseur cloud, de manière à vous assurer qu'il va vous répondre à ce que vous voulez, vous, comme contrôle de sécurité, ou ce qui est demandé par une loi ou par une norme. Puis il va fournir une façon simple d'auditer, de vérifier, puis de donner une conformité, de définir la conformité du processus, comme pour définir que la sécurité la sécurité est mesurable et vérifiable. Les résultats sont répétables. Donc là, on n'est plus dépendant de la bonne humeur ou de la compétence de l'auditeur qui vient nous voir, qu'on ne remet jamais en question d'ailleurs, s'il vous plaît. On va minimiser la subjectivité et on minimise les coûts. Parce qu'on connaît déjà qu'est-ce qu'on a implémenté, puis on a déjà vérifié, puis on ne le fait pas de façon différente, dépendamment des contrôles. Protéger une application dans le cloud, dans un premier temps, on pourra analyser qu'est-ce qu'on a de besoin comme certification qui existe, d'accord? Soit des contrôles au niveau d'accès logique, le contrôle physique des données. Vous avez un ensemble. La présentation en PDF est disponible de toute façon.
Ça va vous permettre de convertir les contrôles existants en contrôles de 27034 de manière à définir des processus de vérification que vous trouvez acceptables avec des résultats attendus. Donc, ça vous permet de vous les détailler en sous-contrôle si besoin, parce que je vous dirais que ceux de 27002 ou de 2717, c'est assez haut niveau. Vous avez de la place pour dire, voici comment moi je veux que ce contrôle-là soit implémenté. Additionner les processus de vérification. Développer la structure que vous voulez mettre en place. Ça veut dire que des fois, je pourrais avoir des contrôles qui vont s'appliquer au développement sécuritaire que je vais demander qu'il soit fait, si vous externalisez le développement aussi. Comment est-ce que l'encryption va se faire? Comment la surveillance des données encryptées pourra se faire? Est-ce qu'il va y avoir des tests de vulnérabilité? Lesquels? Tout peut être défini par contrôle. Bref, un ensemble de choses qui peuvent se placer dans le request for proposal. D'accord? Ne réinventez pas la roue. D'accord? On a vu la matrice, allez jeter un coup d'œil. On a déjà, l'industrie fournit déjà un ensemble de contrôles qui peut être pratique à utiliser et à bonifier avec le cadre de référence 27034. Donc, toutes ces normes-là vous proposent des contrôles de haut niveau que vous pouvez spécifier, puis tranquillement, le marché va se faire. Puis comme un client, toujours se rappeler que le fournisseur de services, ce n'est pas lui qui est imputable pour la confidentialité et l'intégrité des données. D'accord? Puis ça, c'est la clé, là. C'est le client qui est responsable, puis c'est lui qui pose un journal, puis qu'à la limite, avec qui on met les menottes. OK? Les contrats ne couvrent pas vraiment tout ça. Pardon? L'assurance, elle ne couvre pas toujours... Non. L'assurance va vous donner un montant, mais lorsqu'on tombe sur la confidentialité ou des données d'individus, puis là, on a un impact sur la réputation, un impact sur... Imaginez, puis c'est Mme Chantal Pinault, je pense, qui l'avait amené avec le concept de, le gouvernement, les bases de données de police, d'accord? Si on décide d'amener ça sur un cloud, OK? Dès qu'on le sort de l'organisation, là, ça veut dire qu'il y a des données qui peuvent être excessivement sensibles qui vont partir, puis vous n'avez plus aucun contrôle sur comment c'est géré, comment c'est backupé, qui a accès à ça, puis pourquoi. D'accord? Fait que là, même à la limite, lorsque vous allez faire votre analyse au niveau de votre application, vous pourriez très bien dire, ces composantes-là n'ont pas le droit d'aller sur le cloud. On va juste envoyer cette partie de l'application sur le cloud, des données qu'on ne considère pas si sensibles, puis d'autres vont rester à l'intérieur. Fait que la norme 27034 vous guide à identifier ça dans un schéma assez précis. Puis, vous êtes ultimement responsable. Des références sur ce que je vous ai dit qui peuvent vous donner un bon coup de main pour partir, pour voir à quel niveau sont les normes de cloud actuelles, puis les différents types de certifications qui existent, puis qu'est-ce que vous pourriez améliorer en utilisant 27034 dans votre propre organisation. C'est tout. Je vous remercie beaucoup de votre attention. Oui, monsieur. Je ne vois pas cette certification chez les cloud providers les plus gros aujourd'hui. Ils ne l'affichent pas. Un groupe comme Microsoft, Azure, affiche 70 conformités. Je crois que c'est le plus gros programme de conformité au monde. C'est celui d'Azure, ils sont conformes à plus de 70 normes, etc. Mais celui-là, non. Donc, deux choses qu'on va regarder ensemble. Si vous faites une recherche sur Internet, Microsoft et 27034, vous allez voir que Microsoft la supporte. De fait, il participe au développement de cette norme-là. Il faut comprendre que la 27034, elle est très nouvelle. D'accord? La partie 1, qui est l'overview, est sortie en 2005, 2011, si je me rappelle bien. D'accord? La partie 2 est sortie en 2015. Puis, la dernière partie, qui est la partie 4, qui est toute la partie vérification-contrôle, va sortir en 2020. OK? Donc, notre ami a dit 19, mais il a dit un petit peu plus grand que 19. Là. Je pourrais vous dire que ça s'enligne plus pour 2020. Là. Ça va dépendre à quelle vitesse. Il y a environ 60 pays impliqués dans le développement de cette norme-là. Puis, il y a des négociations, des ajustements à faire. Mais bon, on s'en va bien. Là, on devrait être là. On ne peut pas l'exiger maintenant. Non. Par contre, vous êtes quand même capable de vous en servir. Parce que quand vous faites des ententes avec des fournisseurs de services, puis des fournisseurs de cloud, dépendamment de l'argent que vous allez mettre dessus, de la grosseur de votre cloud, puis de votre grosseur à vous, vous êtes quand même capable de lever la barre tranquillement,
puis dire, cette certification-là m'intéresse, mais voici comment je te propose de l'implémenter, et vous intégrez ça dans votre contrat. D'accord? Pour l'instant, c'est la façon d'avoir une adaptation pour vous assurer que les contrôles qui sont importants pour votre organisation vont être inclus dans votre entente. D'accord? Il n'existe pas de norme. 27034, de fait, ce n'est pas un problème, ça a été désigné comme ça. La 27034 ne contient pas de contrôle. D'accord? Pourquoi? Parce qu'ISO prend 5 à 10 ans à produire une norme, et 5 à 10 ans en technologie, c'est une éternité. Donc, la philosophie d'ISO, elle est différente, de cette norme-là, des équipes qui ont monté la norme, elle est différente. On a dit, on définit un design pattern de contrôle qui comprend la partie implémentation et la partie vérification. Et on laisse le marché définir des contrôles en fonction des technologies actuelles et des risques actuels et de les proposer sur le marché. Puis les gens de se les développer. Parce que la structure, elle est formalisée et qui est aussi une norme ISO, maintenant, les contrôles sont compatibles entre eux et on peut les échanger ou les partager. Ou ASP a parti un projet pour prendre son top 10 puis tranquillement le migrer sur des contrôles 27034. D'accord? Fait que laissons le temps au marché et à l'industrie de s'adapter, mais tranquillement, on s'en va vers là. Moi, j'étais il y a 2 semaines dans une rencontre ISO où est-ce que c'est au niveau de l'Internet des objets. Puis tranquillement, bien, ils aiment bien l'approche de mesurabilité que cette norme-là amène, que les autres n'ont pas. Et ils regardent tranquillement pour s'aligner sur le même modèle. Le cloud, tranquillement aussi, les services blockchain, puis ça va peut-être faire boule de neige, puis tranquillement, l'ensemble des normes vont devenir avec un modèle équivalent. D'accord? Donc, vous avez simplement une façon de gérer vos coûts, gérer vos impacts, puis de mesurer que quand vous faites affaire avec un fournisseur de services cloud, qui rencontre vos critères minimums de sécurité, puis qu'on vous fournit les preuves, comme quoi que c'est vrai, que ce que vous vouliez qu'ils mettent en place a été mis en place, puis qui fonctionne. C'est pas juste « Oh, faites-nous confiance, vos backups sont protégés chez nous. » Là, vous allez dire « Non, non. Dans l'entente, on a tel contrôle à mettre en place qui devrait générer tel rapport, des rapports de surveillance, des rapports d'audit. Amenez-nous ça, là, c'est dans le contrat. » Moi, je vois un autre biais, c'est que la Cloud Control Matrix, elle est quand même produite par un consortium de cloud providers. Tout à fait, CSA. Donc, du point de vue des clients finaux, c'est pas vu comme quelque chose de relativement indépendant. Oui. Surtout qu'ils font leur propre self-assessment et qu'ils s'accordent eux-mêmes leur certification. Tout à fait. C'est un peu compliqué de truster, si je puis dire. De toute façon... L'industrie qui s'auto-régule, sachant que... Bon, c'est l'approche américaine. On ne s'en sort pas. Là. C'est une philosophie. Ah, là, c'est bon, puis c'est mauvais côté. D'accord? Mais de toute façon, les contrôles sont de très haut niveau et sont tous subjectifs. Fait que juste régler ça, d'accord, est déjà un pas en avant pour chacune des organisations qui décident d'aller sur le cloud et qui ont un volume assez important pour être capable de négocier ou avoir un certain levier avec le fournisseur de services. D'accord? Mais en ayant connaissance que vous avez des outils qui peuvent être utilisés pour tranquillement renforcer la qualité de vos contrôles et surtout de savoir comment est-ce qu'ils vont être vérifiés, puis quel est le résultat de la vérification qui devra être fourni par le fournisseur. Puis ça peut être à l'interne. C'est-à-dire que votre cloud pourrait être interne, puis vous demandez ça à l'équipe de cloud. Oui, monsieur? C'est dans le même sens. Exactement. D'une manière beaucoup plus concrète. Dans le cas où nous avons un cloud privé, Oui. Ben, moi, je vous dirais, comme point de départ, partons avec la matrice de CSA. Parce que c'est un très bon point de départ, fait par un ensemble d'experts de plusieurs organisations qui se sont entendus en disant « voici des choses importantes ». D'accord? Puis là, ben, ce qui est plaisant avec leur matrice, c'est qu'ils l'ont même fait en, si on la regarde un peu, puis vous allez voir le fichier, c'est un fichier Excel qui est disponible, d'accord? Là? Ils font même dire ce contrôle-là, d'accord? À quel qui s'applique, puis bon, mais pour le ICPA, c'est le PI 1.2, 1.3, puis 1.5. D'accord? Donc, vous avez même un mapping du contrôle avec toutes les normes. Fait que, oui, fait que vous êtes capable de dire, dépendamment de si vous êtes d'Europe, Canadien, whatever, de dire, OK, c'est ces normes-là qui m'intéressent, voici les contrôles qui touchent à moi. Puis là, vous dites, OK, maintenant, si je veux faire affaire avec quelqu'un, parce que dites-vous que toutes ces certifications-là, lorsqu'ils passent une certification, ils définissent un scope. Puis le scope n'est pas nécessairement le même d'un à l'autre. D'accord? Fait que là, vous commencez à avoir quelque chose pour vous poser des questions, puis vous êtes capable déjà de dire, avant de signer votre contrat, voici les preuves que je veux avoir, comme quoi tu as vraiment implémenté ce contrôle-là.
Ah, c'est trop large. Ça dépend de l'infrastructure. Regardez, on a 4 modèles de cloud. D'accord? Puis quand on dit cloud privé, ben, regardez, un cloud privé, là, le vocabulaire, il est biaisé. Lorsqu'Amazon ou Google vous offre un service de cloud, on appelle ça un cloud privé. D'accord? Ben, est-ce qu'il est privé? Mais non, c'est une compagnie privée qui vous offre à tout le monde, dont vous, une zone. D'accord? Fait que disons, lorsque le cloud est géré par quelqu'un de l'extérieur ou à l'interne. Dans les deux cas, dans mon expérience, je n'ai pas assez d'expérience sur le cloud pour être capable de vous dire, moi, ce que je ferais, j'analyserais l'ensemble des contrôles, je regarderais les besoins de mon organisation. D'accord? Parce que si je n'ai pas de données confidentielles ou nominatives, je n'ai pas besoin de mettre de choses sur la vie privée. Mais si j'en ai de besoin. Fait qu'il n'y a pas de recette magique. Ça serait une recette magique, ça serait déjà fait. D'accord? Ça demande une analyse, puis ça demande des experts qui sont capables de faire un premier tour de roue. D'accord? Fait que, ce qu'on appelle un silver bullet là, en anglais, là, vous ne l'avez pas en sécurité. D'accord? Vous avez à identifier votre contexte d'affaires. Vous êtes prêt à mettre combien, si vous voulez aller sur le cloud, pour la sécurité? Votre contexte légal, est-ce qu'il y a déjà des lois? Ça va déjà vous donner un bon coup de main. Après ça, votre contexte technologique, d'accord? Ce cloud-là peut être à plusieurs endroits. Il peut être hébergé dans le pays. Vous pouvez obliger qu'il soit hébergé dans le pays. Comment est-ce qu'on fait simplement? Dites-vous, si vous avez des données confidentielles, mettons européennes, qui doivent rester à l'intérieur du pays, on fait comment? Moi, je suis une petite compagnie qui va être là en France. Puis là, il faut que je demande des preuves que la donnée ne sorte pas. Voilà, ben, c'est sûr que dans le contrat, ils nous promettent que ça ne se fait pas, là, que ça ne sort pas, mais on vérifie ça comment? Puis si la donnée sort, c'est qui va en prison ou qui se fait taper ses lois? Ce n'est pas le fournisseur de service, là. D'accord? C'est vous, parce que vous avez mis les données là. D'accord? Donc, ça devient la gestion de risque à votre niveau, puis il faut identifier les contrôles qui sont importants pour vous. D'accord? Moi, c'est comme ça, je le ferai. Il n'y a pas de recette magique, là. Pardon? Oui. La norme vous donne un cadre de travail. Oui. Puis partez avec ça, c'est ce qui est important. OK? Puis après ça, vous construisez. Oui. Je vois aussi un biais parce que vous n'avez pas parlé des trust principles, mais on les voyait, la ICPA en fait, les Service Organization Controls. C'est aussi un exercice intéressant pour les clients de savoir que les contrôles, ils fonctionnent et ils fonctionnent dans le temps. Tout à fait. Fonctionner dans le temps. C'est ça qu'apporte. Oui. Quand même, c'est SOC 2, SOC 3, etc. Par rapport à une ISO 27001 qui va vérifier à l'instant T que ça marche. Oui. Donc, d'expérience, on réclame souvent que les services offerts, qui sont des programmes, qui sont des applications, hein, pour gérer des logs, Tout à fait. pour faire du scaling, pour faire du, je sais pas moi, pour faire de l'automatisation de tâches, etc. Tous ces services-là. Du load balancing. Aussi, c'est la transparence. Quel est le scope de cette certification? Vous avez tout à fait raison. C'est dedans, pas dedans. Oui. Quel niveau d'information on peut nous donner sur qui peut accéder à l'information? Surtout. Voilà, parce que techniquement, quand on ne maîtrise pas des architectures comme ça, on ne sait pas, par exemple, que ma donnée peut être en Europe parce que j'exige qu'elle soit en Europe, mais il y a une équipe en Afrique du Sud qui accède au service parce qu'elle fait de maintenance en mode follow the sun, puis l'Australia qui va accéder peut-être via l'hyperviseur, mais il n'y a pas de trace pour moi. Je vais avoir mes traces à moi, mais je ne vais pas avoir les traces de Ou le sysadmin qui est en Europe, puis que lui, il est capable de bypasser. J'ai déjà vu ça, moi, qui bypasse le système de journalisation parce qu'il faut qu'il fasse une maintenance quelconque, puis dans le fond, il va directement à la BD s'il veut. Là. Et quand vous vous appelez Amazon, vous n'acceptez pas que dans le contrat, votre client ajoute des contrôles. Oui. Vous lui dites c'est comme ça, vous Fait que, vous voyez, non, c'est pas trivial. Puis, vous voyez, tranquillement, ce qui est intéressant avec la norme 27034 que vous venez de découvrir aujourd'hui, c'est que dites-vous que les fournisseurs le voient aller, eux autres aussi, qu'on travaille sur des normes ISO qui sont au niveau du cloud, au niveau de l'Internet des objets, dont les fournisseurs sont impliqués, puis ils adhèrent à la philosophie qui va faire. Fait que tranquillement, les normes vont s'en venir de ce modèle-là. Mais le point ici, la présentation, je ne pouvais pas tout couvrir, là, on avait juste 45 minutes, mais j'ai essayé de mettre les points clés, mais ce qui est intéressant, parce que j'ai essayé d'allumer les lumières ici, c'est de dire, vous pouvez déjà commencer à vous en servir, vous allez chercher la norme, elle se télécharge sur l'Internet directement du site ISO, vous commencez à l'analyser, vous pouvez même me contacter si vous avez des questions, mon adresse courriel est sur la présentation, puis vous êtes capable de vous en servir demain matin.
D'accord? Puis, de suite, vous augmentez le niveau de maturité, ou à la limite, vous partez la réflexion. Une dernière chose, par rapport à cet aspect, je déploie des mesures et j'ai des vérifications de bon fonctionnement des mesures. Quand on est en mode de DevOps, c'est celui qui conçoit, qui développe, qui teste et qui vérifie et qui met en production. Oui. Comment est-ce qu'on s'en sort? Vous voyez, c'est ça l'avantage d'une qualité mesurable. L'exemple que j'aime bien donner, c'est que si mon requirement, c'est la table doit être assez haute, d'accord? Le tabouret ici de présentation doit être assez haut pour le présentateur, ou, moi je suis tout petit, là, d'accord? Il m'arrive quasiment, là, je vous vois à peine, d'accord? Je pourrais très bien dire, le bureau devrait être à 1,10 m. Alors, si le bureau est à 1,10 m, même si c'est le développeur à l'interne qui a la mesure, ça ne change absolument rien au fait que quand le vérificateur va arriver, il va aussi mesurer 1,10 m. Fait qu'on rajoute de la précision, de la maturité dans notre contrôle, contrairement à un contrôle qui dirait le tabouret ou le bureau doit être assez haut. Mais là, c'est quoi assez haut? Là, on est dans le subjectif. En ce moment, l'ensemble des contrôles qu'on va trouver sont très subjectifs, puis on ne sait pas exactement comment le mettre en place. La norme 27034 vous demande de faire cet exercice-là en disant comment est-ce que vous allez le faire en place, puis comment vous allez vérifier. Puis si vous n'êtes pas capable de le vérifier, moi j'ai vu des contrôles où est-ce que c'était l'application doit être sécuritaire ou l'application doit adresser tous les risques importants. Oh! D'accord? Oui, c'est le fun, mais on fait quoi? Ce n'est pas des bons contrôles. D'accord? Il faut que le contrôle soit mesurable. C'est que si vous n'êtes pas capable de développer une façon de vérifier ce contrôle-là, à la limite, en l'éclatant en arbre pour avoir des sous-contrôles à mesurer, ce n'est pas un bon contrôle. Foutez ça à la poubelle, puis en faites-en un nouveau. Mais surtout qu'on n'est plus dans l'agilité. On peut avoir, moi je vois chez des cloud providers, ils peuvent faire 100 000 changes par jour. Tout à fait. Contrôler 100 000 changes. Ils ont tous été documentés, tous été testés, ils ont tous été approuvés. Bien là, quand on tombe dans des situations comme ça, on pourrait très bien dire... Oui. Il faut des alertes continues. Exactement. Fait que dans un cas comme ça, on pourrait très bien dire ça vaut la peine d'investir plus sur un contrôle pour le rendre automatique, puis que la vérification automatique va se faire directement que quelqu'un fait un check-in sur le système, tout part. Fait que, vous voyez, vous êtes capable maintenant de commencer à penser à l'implémentation d'un contrôle, puis que lorsqu'on a un contrôle qui s'implémente, mettons de vérification de code, qui a un hash ou une signature. Moi, j'ai fait un audit à un moment donné du système de votation électronique. Puis on m'avait demandé, on m'avait dit, Luc, il y avait plusieurs systèmes, là, ça avait craché solide. Luc, tu vas faire de la révision de code. D'accord? 8 compagnies, une dizaine de machines. Puis comme ça, tu vas être capable de voir s'il n'y a pas des backdoors ou des fautes majeures. J'ai dit, c'est une excellente idée. J'ai une équipe pour faire ça. On va être capable de le faire. Je le fais qu'à une seule condition. Il faut que les fournisseurs soient capables de me prouver que le code que je vais réviser 6 mois plus tard était le code qui était dans les machines. Combien ont-ils réussi à faire ça? Aucun. On n'a pas révisé de code. D'accord? On a gaspillé de l'argent. Fait que des gens qui implémentent de la vérification de code aujourd'hui, qui n'installent pas un mécanisme de traçabilité pour garantir ou démontrer que le code déployé était le code qui a été vérifié, parce qu'il y a bien des coups qu'on fait des patchs de dernière minute, puis qu'il n'y a pas leur vérification qui se refait, ils ne savent pas s'ils sont sécuritaires. Vous voyez? Fait que le 27034 vous force à pousser un peu plus loin, surtout avec le graphe, des choses en disant, bon, OK, maintenant, avec ça, je vais être en confiance. Puis en y allant bloc par bloc, contrôle par contrôle, vous donnez un niveau de confiance. Puis pas besoin de faire ça mur à mur. Vous faites ça des petits pas, des choses que l'organisateur est capable de se payer, qui va être capable de dire, moi, ça, c'est assez pour cette application-là, parce que je prends une banque. D'accord? Puis après ça, il continue à construire. Moi, je crois, au-delà des cloud providers, je crois que c'est très pertinent en interne. Bien, la norme s'appelle Application Security. Voilà, pour de l'application security, quelle que soit l'application, je trouve que c'est quand même très pertinent de l'appliquer sans aller jusqu'à la certification. Non, typiquement en interne comme point de départ. Moi, j'ai déjà des entreprises qui s'en servent, puis des petites entreprises de 5 développeurs qui l'implémentent avec succès, parce que tout petit pas en sécurité fait par en avant, qui est répétable, qui est démontrable, puis qui le font évoluer, bien, ils sont déjà CMM niveau 5, puis ils ne le savent pas. D'accord? Sur ces petits morceaux-là. Mais à ces morceaux-là, la maturité est rendue. Autre question? Oui? Juste une question pratico-pratique. J'ai eu l'occasion de regarder quelques appels d'offres également pour des fournisseurs info-nuagiques et qui sont tout à fait basés
à une autre norme. Oui. Est-ce que tous ces contrôles-là sont subjectifs? Oui. Est-ce qu'ils ne permettent pas de garantir que le fournisseur va nous donner une certaine assurance quant à l'optimalité, si tu veux, de la sécurité de l'information qu'il va mettre en place? Bon, allons-y par étapes. Avoir une certification où est-ce qu'ils ont fait une vérification puis qu'ils ont eu un souci de sécurité, c'est une première étape et déjà une première chose qui est excellente. On n'est pas au même niveau que le 27034 va nous amener, mais c'est mieux qu'un fournisseur qui n'a pas de certification du tout. D'accord? Alors, voyons ça comme un voyage, là, étape par étape. Aujourd'hui, l'industrie utilise des normes qui sont, entre autres, fournies par l'industrie. ISO commence à en fournir aussi. Les pays, comme le NIST, commencent à en fournir. Tranquillement, ça arrive. C'est nouveau, hein? Ça a 10 ans, le cloud environ. Là, OK? Puis, c'est des technologies spécifiques. Fait que là, ça s'en vient. Ça va devenir plus mature, puis de nouveaux contrôles vont arriver, puis de nouvelles certifications vont s'en venir. D'accord? Parce qu'éventuellement, vous allez avoir des certifications mixtes, comme on a eu une présentation sur les systèmes intégrés de gestion, où est-ce que j'ai à gérer en parallèle des lois, des normes 2, 3, puis des choses, comme vous disiez, Azure, c'est 70 certifications, il faut qu'ils les gèrent toutes là, en même temps. Là. D'accord? Fait qu'on va s'en venir sur des choses comme ça, puis à un moment donné, il y a des autorités qui vont se créer. Une autorité peut être le gouvernement. Un gouvernement d'un pays pourrait très bien dire, moi, pour les fournisseurs de services qui offrent tel type de service, voici l'ensemble des lois et normes qui doivent s'assurer. Bien, s'ils font simplement les mettre comme ça, on est subjectif. S'ils les prennent et les transforment dans le cadre 27034, on se retrouve avec les mêmes normes mesurables. Et là, on fait faire un pas en avant. D'accord? Mais éventuellement, il va y avoir des autorités. Parce qu'une compagnie ne se certifie pas pour le fun. Il se certifie pour se donner un marché, d'accord? Créer une confiance. C'est une norme relativement jeune. Mais est-ce que vous avez apprécié le temps qu'elle prendrait pour qu'elle soit, disons, adoptée comme un incontournable? Actuellement, quand on demande aux entreprises, êtes-vous certifié ISO 27001 sur une trentaine, vous en avez une ou deux qui ressortent du lot. Oui. Ce qui fait que si vous devez traiter avec des fournisseurs une trentaine, vous êtes obligé carrément de ne pas faire référence de ne pas exiger la certification 27000, elle est beaucoup plus souple. Alors, je pense que... Vous voyez, moi, ça prendra quand même un petit peu de temps. La norme ISO, elle existe depuis la 17... 34, ça fait un petit bout, ça vient de l'Angleterre, là, le BSI. Oui, je suis d'accord. Regardez, cette norme-là va sortir, disons qu'elle sort en 2019, 2020, d'accord? Là, on va voir l'ensemble des éléments. Okay? ISO rembarque sur tout de suite une révision pour être capable d'aligner le vocabulaire, parce que ça a quand même été écrit en 10 ans, c'est après un certain temps. Puis l'industrie va se l'accaparer. Le temps que des choses sortent, ça va encore prendre des années. L'idée ici du message est de vous informer que, regardez, ça s'en vient, puis vous pouvez même commencer à l'utiliser chez vous. Puis, faites une recherche, comme je vous disais tantôt, 27034 Microsoft, vous allez trouver qu'ils déjà, ils le recommandent, puis qu'ils commencent à l'implémenter chez eux. Puis je pense que Windows 12, ils vont s'être définis des contrôles à eux, puis ils vont dire, on est certifié 27034 sur ces ensembles de contrôles-là. Puis s'ils disent ça, la norme dit, vous devez fournir vos preuves et les contrôles. D'accord? Donc les contrôles vont devenir publics. Fait que, tranquillement, le marché va se créer. C'est beau? Ça a été un plaisir. Merci.